en plein midi. Et Zarathustra se remit à courir et à courir encore, mais il ne trouva plus personne. Il demeurait seul, et il ne faisait toujours que se trouver lui-même. Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site Mécanique Universelle, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation. Nous construisons, sans le savoir encore, le paradis pour nos futurs descendants. Alors, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous allons vers ce paradis. De nombreux indices le montrent. Et c'est ce que je m'efforce d'éclairer sur ce site mécaniqueuniverselle.net et sur les vidéos qui sont sur l'espace YouTube. Voilà, et parfois donc je m'appuie sur des, sur des ouvrages. Et bien là, c'est sur le Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Donc je profite du site littératureaudio.com pour écouter donc la lecture par Guy Marcy de ce Ainsi parlait Zarathustra, et je commente tout au long de cette aventure. Donc je lance et on y va. Il jouit de sa solitude. Il savoura sa solitude et il pensa à de bonnes choses pendant des heures entières. À l'heure de midi, cependant, lorsque le soleil se trouva tout juste au-dessus de la tête de Zarathustra, il passa devant un vieil arbre chenu et noueux qui était entièrement embrassé par le riche amour d'un cep de vigne, de telle sorte que l'on n'en voyait pas le tronc. De cet arbre pendaient des raisins jaunes, s'offrant aux voyageurs en abondance. Alors, Zarathustra eut envie d'étancher sa soif légère en détachant une grappe de raisin. Et comme il étendait déjà la main pour la saisir, un autre désir, plus violent encore, s'empara de lui. Le désir de se coucher au pied de l'arbre, à l'heure du plein midi, pour dormir. C'est ce que fit Zarathustra. Et aussitôt qu'il fut étendu par terre, dans le silence et le secret de l'herbe multicolore, sa légère soif était déjà oubliée et il s'endormit. Car, comme dit le proverbe de Zarathustra, une chose est plus nécessaire que l'autre. Ses yeux cependant restèrent ouverts, car il ne se fatiguait point de regarder et de louer l'arbre et l'amour du cep de vigne. Et là, c'est vraiment... Alors, par rapport à l'explication de ce Ainsi parlait Zarathustra, depuis le début que je l'écoute, j'ai fait presque 60 vidéos. Et une chose me semble évidente, c'est que le surhomme dont il parle, l'état dont il parle, c'est un état de contemplation, de joie, d'éveil. Et donc c'est un état d'extase. En fait, le surhomme, c'est un extatique. Il correspond sans doute, à mon sens, à l'extatique vers lequel je dis que l'humanité se dirige. L'humanité construit ce paradis pour que nos futurs descendants puissent vivre l'état d'extase, qui est un état de contemplation et de fusion avec le principe à l'origine de l'univers. Donc ce que les religions appellent Dieu, ou qu'on l'appelle X, ou peu importe. Mais c'est un état de fusion avec... voilà. Et donc... cet état, eh bien, je pense que c'est l'état dont parle Nietzsche. Et c'est le bonheur d'être dans la contemplation, dans l'instant présent. Eh bien, l'instant présent, quand on est dans le pur instant présent,
on est dans un état, et uniquement dans l'instant présent, qu'on n'est pas tracassé ni par le passé ni par le futur, eh bien on est dans un état d'extase. Mais en s'endormant, Zarathustra parla ainsi à son cœur. Silence, silence, le monde ne vient-il pas de s'accomplir? Que m'arrive-t-il donc? Comme un vent délicieux danse invisiblement sur les scintillantes paillettes de la mer, léger, léger comme une plume, ainsi le sommeil danse sur moi. Il ne me ferme pas les yeux, il laisse mon âme en éveil. Alors, c'est l'état d'extase, pour avoir vécu cet état de façon accidentelle, c'est un état comme ça, de sommeil, mais éveillé. C'est-à-dire de calme, de sérénité. Tous les gestes sont un peu comme quand on est dans un lit et qu'on s'endort et qu'on passe d'un côté à l'autre, ou voilà, qu'on est bien. C'est un état de jubilation, tout en étant éveillé. Voilà. Léger en vérité, léger comme une plume. Il me persuade je ne sais comment. Il me touche intérieurement d'une main caressante. Il me fait violence. Oui, il me fait violence, en sorte que mon âme s'élargit. Comme elle s'allonge fatiguée, mon âme singulière. Le soir d'un 7e jour est-il venu pour elle en plein midi? A-t-elle erré trop longtemps déjà, bienheureuse, parmi les bonnes choses et mûres? Elle s'allonge longuement, dans toute sa longueur. Elle est couchée, tranquille, mon âme singulière. Elle a goûté trop de bonnes choses déjà, cette tristesse dorée l'oppresse. Elle fait la grimace. Comme une barque qui est entrée dans sa baie la plus calme, elle s'adosse maintenant à la terre, fatiguée des longs voyages et des mers incertaines. La terre n'est-elle pas plus fidèle que la mer? Comme une barque s'allonge et se presse contre la terre, car alors il suffit qu'une araignée tisse son fil de la terre jusqu'à elle, sans qu'il soit besoin de cordes plus fortes. Comme une barque fatiguée dans la baie la plus calme, ainsi, moi aussi, je repose maintenant près de la terre fidèle, plein de confiance et dans l'attente, attaché à la terre par les fils les plus légers. Ô bonheur, que ne chantes-tu pas, ô mon âme? Tu es couché dans l'herbe, mais voici l'heure secrète et solennelle, où nul berger ne joue de la flûte. Prends garde, la chaleur du midi repose sur les prairies. Ne chante pas, garde le silence, le monde est accompli. Ne chante pas, oiseau des prairies, ô mon âme, ne murmure même pas. Regarde donc, silence. Le vieux midi dort, il remue la bouche. Ne boit-il pas en ce moment une goutte de bonheur, une vieille goutte brunie de bonheur doré, de vin doré? Et le midi, le plein midi, c'est le soleil, c'est quelque chose qui justement réchauffe l'intérieur, l'extérieur du corps. C'est l'image, à mon sens, de l'extase, justement. C'est le soleil, voilà, il était dans le midi aussi, très certainement, quand une partie du Zarathustra a été écrite sous le soleil, sous cette densité qu'on trouve dans le sud, en Italie, le sud de la France, etc. Son riant bonheur se glisse furtivement vers lui. C'est ainsi que rit un Dieu. Silence. Combien il faut peu de choses pour suffire au bonheur. Ainsi disais-je jadis, me croyant sage. Mais c'était là un blasphème. Voilà ce que j'ai appris maintenant.
Les fous sages parlent mieux que cela. C'est ce qu'il y a de moindre, de plus silencieux, de plus léger, le bruissement d'un lézard dans l'herbe, un souffle, un chut, un clin d'œil. C'est la petite quantité qui fait la qualité du meilleur bonheur. Silence. Que m'est-il arrivé? Écoute, le temps s'est-il donc enfui? Ne suis-je pas en train de tomber? Ne suis-je pas tombé? Écoute, dans le puits de l'éternité. Que m'arrive-t-il? Silence. Je suis frappé, hélas, au cœur. Au cœur, oh, brise-toi, mon cœur, après un pareil bonheur, après un pareil coup. Comment? Le monde ne vient-il pas de s'accomplir? Rond et mûr, ô balle ronde et dorée, où... C'est, pour moi, vraiment, c'est l'exaltation de l'extase, de cette sensation qu'il vient de ressentir, qu'il a ressenti, qui est vraiment quelque chose d'étrange à l'intérieur de soi, cet équilibre absolu, cette sérénité, cette chaleur, cette jubilation, parce que c'est une jouissance absolue, l'extase. C'est pas un état de conscience ordinaire, c'est un état de conscience vraiment différent. Chaque cellule du corps jubile, explose de joie, de bonheur. Donc, je pense qu'il a vécu cet état-là. Va-t-elle s'envoler? Est-ce que je lui cours après? Chut. Et c'est le silence aussi. Et en cet endroit, Zarathustra s'étira et il sentit qu'il dormait. Lève-toi, se dit-il à lui-même, dormeur, paresseux, allons, ouf, vieille jambe. Il est temps, il est grand temps. Il vous reste encore une bonne partie du chemin à parcourir. Vous vous êtes livré au sommeil. Pendant combien de temps? Pendant une demi-éternité. Allons, lève-toi maintenant, mon vieux cœur. Combien te faudra-t-il de temps après un pareil sommeil pour te réveiller? Mais déjà, il s'endormait de nouveau, et son âme lui résistait et se défendait et se recouchait tout de son long. Laisse-moi donc, silence. Le monde ne vient-il pas de s'accomplir? Oh, cette balle ronde et dorée! Lève-toi, dit Zarathustra, petite voleuse, petite paresseuse. Comment? Toujours t'étirer, bâiller, soupirer, tomber au fond des puits profonds? Qui es-tu donc, ô mon âme? Et en ce moment, il s'effraya, car un rayon de soleil tombait du ciel sur son visage. Ô ciel au-dessus de moi, dit-il avec un soupir, en se mettant sur son séant, tu me regardes? Tu écoutes mon âme singulière? Quand boiras-tu cette goutte de rosée qui est tombée sur toutes les choses de ce monde? Quand boiras-tu cette âme singulière? Quand cela, puits de l'éternité, joyeux abîme de midi qui fait frémir, quand absorberas-tu mon âme en toi? Ainsi parlait Zarathustra. Et il se leva de sa couche au pied de l'arbre comme d'une ivresse étrange. Et comme d'une ivresse étrange. À mon sens, c'est vraiment quelqu'un qui a expérimenté l'extase pour le sentir comme ça. Parce que c'est une ivresse étrange, évidemment, mais c'est pas l'ivresse, ça n'a rien à voir avec l'ivresse, c'est une sorte de petite sensation qui se rapprocherait de l'extase. Mais l'extase, c'est ça sans aucun des effets de l'alcool. C'est cet état cet état second, en fait, mais qui est en fait l'état premier, parce que quand on est dans cet état, on sent bien qu'on est exactement soi. On est exactement ce pourquoi nous sommes constitués, notre corps. Si le soleil était encore au-dessus de sa tête, on pourrait en conclure, avec raison,
que ce jour-là, Zarathustra n'avait pas dormi longtemps. La salutation. Il était déjà tard dans l'après-midi lorsque Zarathustra, après de longues... Je vais arrêter là pour cette vidéo et puis parce que je dois aller bientôt au yoga.